Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes dans la Cité du Rail, à l'inspection d'académie de Thiès, avec le secrétaire général, ou on doit dire la secrétaire générale, donc de l'IA de Thiès, Madame Khady Sow Diop. Donc, bonjour SG. Bonjour Monsieur Sarr, c'est un plaisir de vous recevoir dans nos locaux. Merci de nous avoir reçus ici. Un accueil très chaleureux. Et voilà, c'est pour toujours être dans cette dynamique donc des examens. Donc, comment l'IA de Thiès prépare la fin d'année scolaire, les examens, donc les problèmes, les spécificités de l'IA de Thiès. Donc, à travers cet entretien, chers téléspectateurs, on va parler donc de tous ces phénomènes-là, n'est-ce pas, Eché? Oui, en fait, c'est un plaisir d'en parler et de porter la parole de l'inspecteur d'académie de Thiès, Monsieur Pape Baba Diassé, et de l'ensemble de la communauté éducative de la région. Monsieur Pape Baba Diassé, donc l'IA de Thiès, nous lui transmettons aussi nos chaleureuses salutations et le remercions donc pour l'autorisation donc qu'il nous a donnée pour qu'on puisse faire cette émission, cet entretien donc avec vous. Donc alors, l'IA de Thiès prépare les examens. Déjà, ces examens ont été repoussés. Est-ce que ça vous arrange ou est-ce que ça va dérouter un peu le programme de l'IA de Thiès? Où est-ce que vous en étiez donc avec les programmes? Merci Monsieur Sarr pour cette question très pertinente parce que c'est une question d'actualité. Mais sachez que, à l'instar de toutes les autres académies du Sénégal, des 15 autres, nous étions dans la dynamique de la préparation des examens et de la fin de l'année scolaire. Le report des dates des examens, du CFE, de l'entrée en sixième, du concours, de l'entrée en sixième, du BFM et du baccalauréat technique comme du baccalauréat général. C'est un report qui est venu et qui nous a trouvés dans cette dynamique-là, mais nous a permis quand même de mieux consolider nos stratégies et de mieux partager avec l'ensemble des acteurs qui tournent autour de l'éducation et de la formation à Thiès. Donc déjà au niveau des programmes, parce que je pense que de plus en plus on parle donc des progressions harmonisées, on parle aussi d'évaluation harmonisée. Donc déjà au niveau des progressions, aujourd'hui vous en êtes à combien? 70% du programme, 50%? 90%, ouais, comment ça progresse à Thiès globalement? Oui, disons que les progressions harmonisées articulées aux évaluations standardisées ont été expérimentées au niveau de l'Académie de Thiès. Je me souviens, il y a 2 à 3 ans, nous les avons expérimentées dans les classes d'examen d'abord, avant de les généraliser à tous les niveaux. Mais le contexte lié à la pandémie, à Covid-19, est venu quand même un peu chambouler les initiatives prises et il y a eu une certaine léthargie l'année dernière, je ne vous l'apprends pas, avec la suspension des enseignements apprentissage et la reprise des cours avec une concentration faite sur les candidats aux examens. Cette année-ci, l'année scolaire 2020-2021 a démarré au mois de novembre. Il était question d'attendre les programmes réajustés. Nous les avons reçus en fin décembre et nous les avons partagés en début janvier. Mais sachez que les conclusions issues du séminaire de rentrée tenu par le ministre de l'Éducation nationale à Saly avant la rentrée des classes avaient comme recommandation forte que l'on consacre les premiers mois, premier et deuxième mois après la rentrée, que ça soit concentré sur des révisions, des consolidations, des tests de positionnement, en attendant que l'on reçoive les programmes réajustés. Donc, après réception des programmes réajustés, les enseignants ont déroulé, nous les avons partagés avec les chefs d'établissement, les enseignants ont déroulé le programme. Après le premier semestre, il était question de s'arrêter un moment pour évaluer. Nous, au niveau de l'Académie de Thiès, nous avons élaboré une maquette, un outil qui nous a permis quand même de recueillir les données, parce qu'on se base sur une étude scientifique pour pouvoir prendre des décisions. Donc, et ces décisions-là sont issues de la collecte de données qui est partie de la base vers nous, de la base, c'est-à-dire des établissements scolaires. L'outil a été élaboré ici, envoyé aux chefs d'établissement et aux IEF pour qu'ils l'administrent aux écoles élémentaires et aux collèges.
et nous avons recueilli les données. C'était pour voir d'abord le niveau de progression, mais également évaluer les résultats du premier semestre. Parce que c'est cet outil-là qui nous permet ou qui nous a permis de prendre des décisions par rapport au deuxième semestre. Est-ce qu'il faut généraliser les phares? Est-ce qu'il faut faire une progression harmonisée dans certaines disciplines et pas d'autres? Parce que c'est l'étude l'exploitation de ces données-là qui représente un outil de prise de décision. Et les résultats ont montré qu'on devait reprendre le dispositif mis en place au premier semestre, parce qu'au premier semestre, on a fait des phares à l'échelle établissement, parce qu'on s'était dit que c'était un acquis qu'il ne fallait pas perdre. On ne pouvait pas faire des phares à l'échelle académique, mais au moins qu'on consolide, qu'on garde cette dynamique-là de symphonie, d'harmonisation à l'échelle de l'établissement. Juste, les sciences physiques restent la discipline qui a pu harmoniser à l'échelle académique, et nous allons continuer sur cette dynamique-là au deuxième semestre. Donc, dire que la décision prise par rapport au phare est une décision qui est partie des résultats d'une collecte de données sur la base d'outils administrés aux enseignants et aux chefs d'établissement. Ok, déjà ce deuxième semestre. Donc, si les examens étaient maintenus, donc au moment prévu bien avant, on aurait eu un deuxième semestre de pratiquement un mois et demi. Donc aujourd'hui, on a presque un mois de plus. Donc, est-ce que vous pensez que les programmes au moins seront terminés, ou seront au moins à 90% d'ici les examens? Bon, là, il faut comprendre que déjà, avec les premières dates avancées dans le découpage de l'année scolaire, les enseignants avaient pris les dispositions utiles pour pouvoir circonscrire les programmes dans la période définie. Donc, le report vient pour nous aider à faire des remédiations, à consolider des prérequis et des préacquis. Nous, dès le retour de l'inspecteur d'académie de Thiès de la réunion du vendredi 28 mai, tenue à l'hôtel Radisson, je pense, nous avons tenu une rencontre de coordination pour que lui, l'inspecteur d'académie, M. Pape Baba Diassé, partage les conclusions issues de cette rencontre-là, qui a regroupé les inspecteurs d'académie, les directions du ministère, mais également des techniciens du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dont le directeur de l'Office du bac. Parce que le baccalauréat, c'est un examen qui concerne aussi bien l'éducation nationale que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Donc, les conclusions ici partagées avec l'inspecteur d'académie, nous avons élaboré un plan de travail. Un plan de travail qui a consisté à organiser des séries de rencontres avec les acteurs. Parce que la démarche doit être inclusive et participative. La production doit partir de nous, mais passer par l'ensemble des acteurs et revenir vers nous consolidés. Donc, nous avons drafté des stratégies, des instruments et des outils. Nous les avons partagés d'abord à l'interne avec les inspecteurs, les chefs de bureau, mais aussi tout en invitant à cette rencontre-là un représentant des proviseurs et un représentant des principaux. Nous avons ensemble affiné les stratégies et les outils. Nous avons pu recueillir leurs avis et les intégrer avant de présenter encore une fois le deuxième draft aux inspecteurs de l'éducation et de la formation dans une rencontre de coordination tenue. Et après la rencontre de coordination, c'était au tour de l'ensemble des proviseurs de donner leur point de vue par rapport à ces productions-là faites pour qu'on puisse ensemble avoir la même compréhension, mais aussi avoir une même ligne de conduite pour aller vers des performances scolaires. Parce que la finalité reste la consolidation des performances scolaires connues l'année dernière, mais également dépasser même les résultats scolaires qu'on a obtenus en 2020. Mais je voudrais aussi, avant de clore ce point, dire que le système éducatif sénégalais, il est résilient. Il est résilient, il s'est relevé de la Covid-19. Nous vivons toujours dans ce contexte de pandémie. C'était un contexte un peu différent
l'année dernière parce que c'était une surprise pour tout le monde. Mais le système a titubé un peu, mais c'est relevé et fonctionne en période de catastrophe. Nous avons compris que le système éducatif sénégalais peut bel et bien fonctionner en période de catastrophe, que ce soit lié à une catastrophe sanitaire ou une catastrophe économique. Nous pouvons continuer à exister. Et c'est pour cela que la réflexion elle est toujours féconde et s'inscrit dans une dynamique et il nous faut toujours réfléchir pour pouvoir nous mouvoir dans un contexte particulier. Ok. Thiès est connu pour être une ville très politique, une région très politique et l'année prochaine, Inch'Allah, on ira vers des élections. Donc aujourd'hui, l'année passée déjà, on avait eu peur pour les élèves des classes intermédiaires. Donc, et l'année prochaine, on va encore vers des élections. Donc, aujourd'hui, si vous parlez de résilience, est-ce qu'il y a aujourd'hui donc des dispositions qui permettront vraiment donc de pallier toutes ces perturbations éventuelles? Oui, en fait, je vous l'ai dit dans mon propos, c'est que la pandémie nous a quand même installés dans un contexte de réflexion continue, de production. Nous sommes dans un contexte particulier cette année et il est probable que l'on revive cette même situation-là l'année prochaine parce que ce sont les élèves qui étaient en classe intermédiaire seconde l'année dernière qui vont être nos candidats en 2022, Inch'Allah. Donc, c'est une année particulière cette année-ci et les décisions sont arrimées au contexte. Chaque décision trouve son sens dans le contexte dans lequel elle est prise. Donc, c'est un contexte de 2020-2021 avec des élèves des classes intermédiaires qui sont actuellement nos candidats, des élèves qui sont restés des mois sans faire des cours présentiels, même s'ils ont eu à suivre Canal Éducation, à faire des cours en ligne, à recevoir des supports. Le passage en classe supérieure aussi a été fait avec des critères qui ont été revus. Les cours ont démarré cette année-ci au mois de novembre, donc il y a une petite différence par rapport aux années précédentes. Il y a eu 1 à 2 mois de remédiation dans les écoles, j'en avais parlé. Mais il y a un élément important, c'est l'impact psychologique, le stress. Le stress de est-ce que je n'ai pas terminé mon programme l'année dernière. Ça, c'est un stress qui peut suivre les candidats. Mais néanmoins, nous avons eu de très bonnes performances. J'en prends juste comme exemple pour le BFM. Nous avons fait un bond de 25% entre 2019 et 2020. Donc, notre chance cette année, c'est d'avoir connu une année sans perturbation majeure. Mais vous ne craignez pas une baisse à ce niveau avec ces élèves de 3e actuellement qui l'année dernière étaient en 4e et qui ont perdu beaucoup de temps? Là, vous me plongez dans les défis. Parce que ce sont des défis, mais les défis sont faits pour être relevés. Et c'est là où nous sommes, dans la réflexion vers les stratégies qui nous permettent de relever ces défis-là. Et parmi les défis, il y a le taux obtenu en 2020, qu'il faut consolider ou qu'il faut dépasser. Mais on ne peut pas, on ne voudrait vraiment pas aller en deçà des taux obtenus l'année dernière. Donc, et il nous faut comme autre défi, on a aussi la communication sur la sensibilisation des parents sur les raisons du report. Donc, et également la bonne organisation des examens, parce qu'on va faire les examens en période d'hivernage, comme l'année dernière. Il nous faudrait prendre toutes les dispositions utiles pour mettre les candidats dans de très bonnes conditions, tout comme les correcteurs et les chefs de centre. Mais aussi la consolidation des acquis de l'année dernière, de 2019-2020. Mais comme je vous l'ai dit, ce sont ces défis-là qui nous ont permis d'identifier des stratégies. Et parmi les stratégies, vous voyez là qu'on a fait une schématisation de ce qui reste de l'année. C'est pour éviter de faire du pilotage à vue. On a un temps qui nous reste, il faut exploiter ce temps-là. L'exploiter, l'utiliser à bon escient, en impliquant l'ensemble des acteurs. Donc, nous avons élaboré un outil de séquençage du temps, en dessinant tout le temps qui nous reste, mais en délimitant cela en période d'aujourd'hui. Je prends juste un exemple. Au CFE, d'aujourd'hui au BFM, d'aujourd'hui au baccalauréat technique et au baccalauréat général, en passant par les périodes de composition, les périodes d'épreuves physiques du BFM
et du baccalauréat. Mais en ayant un point d'attention, c'est les fêtes de Tabaski, c'est les week-ends qui sont qu'on peut avoir dans cette période-là, juste pour avoir une idée claire de ce qui nous reste comme temps qu'on peut mettre à profit pour accompagner nos candidats. Et dans ces stratégies-là également, nous avons réellement élaboré un outil d'harmonisation des compositions du deuxième semestre. On voudrait qu'il n'y ait pas de composition à double vitesse séparée, mais on a un calendrier harmonisé d'administration des épreuves pour qu'à l'échelle d'un établissement, à l'échelle d'une cellule mixte, il y a une discipline qui souhaite harmoniser ces épreuves de composition, que la discipline puisse faire cela en ayant comme élément qui lui permet de faire cela, le calendrier de composition qui est harmonisé. Ok. Et c'est de quelle période à quelle période? Troisième. Les classes terminales vont démarrer le 14, donc c'est du 14 au 18. Les classes intermédiaires du 12 au 16 juillet. Et les classes de troisième du 1er au 6 juillet. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes à l'IA de Thiès avec Madame la secrétaire générale, Madame Khadissa Diop, donc qui aujourd'hui représente l'inspecteur d'académie, Monsieur Babacar Kassé. Donc pour parler de l'IA de Thiès, on l'a dit tout à l'heure, donc vous en avez parlé aussi de ces évaluations, des examens qui se préparent. Donc, des défis qui vous attendent, l'organisation de ces examens, par exemple. Est-ce que vous avez des écoles à risque? Parce que vous l'avez dit, ce sera en hivernage. Donc, à Pikine-Guédiawaye, certainement, on ne dort plus. À Dakar, peut-être qu'on ne dort plus. Chez vous, est-ce que vous avez des écoles à risque d'inondation, je veux dire, risque d'inondation? Bon, disons que dans une certaine mesure, ça s'inscrit dans l'incertitude, parce que ce qui va arriver avec la pluie, quand même, Dieu seul le sait, mais on prend toujours les dispositions utiles. L'année dernière, nous avons fait les évaluations en période d'hivernage, mais auparavant, nous avions identifié tous les centres à risque et nous les avions remplacés par d'autres centres. Et on avait communiqué à grande échelle pour que l'ensemble des candidats, les parents puissent avoir l'information et qu'il n'y ait pas de retard, que les candidats accusent le jour de l'examen en allant vers le centre initial. Là, on n'a pas de problème parce que le dispositif qui est mis en place, qui part des IF vers nous, qui remonte les informations, nous permettent en collaboration avec les autorités administratives quand même de corriger certains des impairs qui peuvent arriver à un moment donné. Maintenant, il peut y arriver que quelque chose nous surprenne, mais il y a toujours un dispositif de réaction rapide que nous avons. Donc, vous avez parlé des IF. L'IA de Thiès, chers téléspectateurs, c'est la plus grande IA du Sénégal en termes d'effectifs. Donc, c'est pour ça que vous avez combien? 4 IF? On en a 5. 5 IF. Donc voilà, c'est la seule IA où on a donc 5 IF. 5 IF, c'est beaucoup. Donc, ces effectifs-là, comment vous parvenez à gérer tout ça? C'est un dispositif très huilé, des coordinations régulières avec les inspecteurs de l'éducation et de la formation que je voudrais féliciter pour le travail remarquable qu'ils font au niveau de leur circonscription. Mais nous tenons avec eux des coordinations régulièrement. Nous sortons d'une coordination il y a à peu près 15 jours, ou moins de 15 jours. Et ce sont des moments qui nous permettent quand même de faire le tour de certains points, de certains sujets pour avoir le niveau d'exécution de certaines tâches et de les suivre. Mais c'est dans la taille de l'académie que nous trouvons l'importance de la région de Thiès, parce que c'est des zones qui sont véritablement assez vastes. Je prends l'exemple de Tivaouane, je prends l'exemple de Mbour 2, des circonscriptions qui sont assez spécifiques, mais c'est cette spécificité-là qui rend l'académie, le fonctionnement de l'académie intéressant, le pilotage aussi intéressant, parce que c'est une crielle de stratégie qu'il faut prendre et qu'il faut adapter à chaque contexte. D'où la nécessité de prendre du général pour aller vers le particulier. Nous faisons des productions d'ordre général,
mais chaque IF, à son tour, dans sa circonscription, peut adapter la stratégie à la réalité de sa circonscription. Et ça nous donne une kyrielle de stratégies au bout du compte qui vont nous permettre d'enrichir nos stratégies et notre plan de travail annuel. Alors, quels sont ces IF? Il y a l'IF de Thiès commune, Thiès département, Mbour 1 et Mbour 2, et l'IF de Tivaouane. Et l'IF de Tivaouane. Donc, alors, il se dit de plus en plus que Mbour risque d'être érigé donc en académie. Ce serait une perte pour l'IA de Thiès ou ce serait un soulagement? Bon, je pense que c'est une question qui est soulevée régulièrement, mais l'un dans l'autre, scindé ou pas scindé, nous travaillons toujours en parfaite collaboration. Parce que même si Mbour et Thiès est divisé en deux, donc en l'occurrence une académie de Mbour et une académie de Thiès, nous resterons des académies voisines, tout comme Dakar à un moment donné était une seule académie mais éclatée en trois, se regroupent souvent pour faire des activités communes. Voilà, je pense déjà à Miss Math, Miss Sciences, je pense au PADES, au programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal, qui est développé à Rufisque seulement, mais il y a d'autres stratégies qui sont souvent développées au niveau régional et pas au niveau de l'IA. Donc, et ça montre qu'il n'y a pas de cloison entre les IA. Il n'y en a même pas entre Thiès et Kaffrine, parce qu'il y a la coordination des inspecteurs d'académie. Les inspecteurs d'académie forment une famille, tout comme les secrétaires généraux forment une famille. Voilà. Et c'est à partir des échanges que nous partageons les bonnes pratiques, parce que le système est un et indivisible. C'est indivisible. Ok. Et vous avez raison, d'autant plus que de plus en plus, on raisonne en termes de bassin. Et vous serez donc dans le même bassin. Ces temps-ci, on note beaucoup de perturbations dans les établissements. Nous en avons parlé dans l'émission précédente avec le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Et juste après l'émission, il y a eu une autre perturbation donc au lycée de Thiaroye, avec cet élève qui a mis une aiguille donc sur la chaise de son élève, de son professeur. Donc à Kébémer, il y a eu également agression. Dans le sud, on a noté également des agressions. Chez vous, est-ce qu'on vous a remonté donc des agressions de ce genre qui ont eu à paralyser une école ou une ville? Des perturbations, on en a connu quand même au lycée de Ndiaganiao, et ce sont des images qui ont fait le tour du Sénégal, et comme noté aussi dans d'autres académies, dans d'autres établissements et écoles. Juste dire que en vous écoutant poser votre question, moi je pensais déjà à une des priorités du ministère de l'Éducation nationale, qui se trouve être la systématisation de l'éducation aux valeurs. Et je pense qu'il nous faut encore et davantage œuvrer pour cette systématisation-là de l'éducation aux valeurs. Parce que toute part de l'éducation aux valeurs, de l'éducation de base, et une éducation de base consolidée à l'école à travers l'éducation aux valeurs. Il nous faut former nos apprenants à des valeurs telles que le respect de l'autorité, le respect des normes, le fait d'avoir certaines attitudes et certains comportements au sein de l'établissement. Parce que tout part de là. C'est une question d'éducation. Si nos apprenants sont éduqués, si nos enfants sont éduqués, je pense qu'on peut aller vers l'espace scolaire au niveau de chaque académie qui reste l'espace scolaire où on peut véritablement dérouler des enseignements, apprentissages sans problème, sans heurts, mais également en toute quiétude et en toute sérénité, parce que on ne peut rien construire dans la violence. Et l'école reste une institution. Et qui dit institution dit lieu d'apprentissage, lieu où on doit avoir une connaissance, une certaine connaissance, mais également une instruction, mais au-delà de l'instruction, une éducation, pour être demain des citoyens responsables et des citoyens debout. Voilà. Donc, votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est des recommandations. Des recommandations dans le sens
de terminer ou de continuer les enseignements-apprentissages. L'école n'a pas encore fermé ses portes. Il faut continuer les enseignements-apprentissages dans les écoles et établissements. Il faut profiter de cette période pour faire de la remédiation, pour regrouper les classes d'examen en groupes de besoins, pour pouvoir faire un encadrement rapproché, mais également reprendre les initiatives, les bonnes pratiques de l'année dernière, tout en encadrant les candidats, faire encadrer les candidats par les équipes pédagogiques, faire des examens blancs, des CFE blancs, pour pouvoir aussi préparer les élèves et les habituer aux conditions de l'examen, mais aussi systématiser les périodes d'encadrement. Utiliser le CAOSP ou faire intervenir le CAOSP dans l'encadrement psychosocial, c'est important aussi, parce que les élèves, souvent en période d'examen, sont stressés. Il faut les tranquilliser pour qu'ils aient confiance en eux-mêmes, pour qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent et ont la capacité de réussir et d'avoir des performances vraiment qui feraient la fierté de notre académie. Mais dans ce schéma-là, ne pas oublier les élèves des classes intermédiaires, parce qu'il faut les préparer pour l'année scolaire. Parce que nous nous focalisons sur les candidats, mais nous ne laissons pas également de côté les futurs candidats, parce qu'ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin de remédiation après les compositions. Et là, je pense que si on arrive à faire tout cela, en ayant également le regard rivé sur les livrets scolaires, ça c'est pour le baccalauréat, le livret qui est un outil de prise de décision pendant le baccalauréat, parce que aidant au repêchage, il faut que les enseignants, les professeurs, les chefs d'établissement puissent véritablement faire en sorte qu'au jury, qu'il y ait des livrets qui sont conformes et un livret recevable. Et un livret recevable répond à un certain nombre de critères. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et nous en profitons pour saluer aussi le directeur du CAOS, vous en avez parlé tout à l'heure, donc M. Diop, le doyen Diop. Nous saluons donc et remercions tout le personnel de l'IA de Thiès et particulièrement l'inspecteur d'académie de Thiès, M. Baba Diassé. Donc, chers téléspectateurs, nous vous remercions aussi. Dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.